On n'est pas des explorateurs, on redécouvre un milieu que nos ancêtres ont déjà parcouru depuis des dizaines de milliers d'années. La région Rhône-Alpes abrite un canyon indompté et profond, les gorges de l'Ardèche. Il étire ses versants vertigineux sur près de 30 km. Tout au fond, scintille la rivière. Celle-ci a formé plusieurs méandres plus ou moins larges dans le plateau. Située à l'entrée des gorges, la grotte de Saint-Marcel est, avec ses 60 km de réseau, l'une des plus vastes et des plus rouges cavités de France. Un terrain d'exploration fantastique pour les spéléologues. Je m'appelle Ludovic Mocochin, je suis géologue et plus particulièrement karstologue. Le karstologue, c'est quelqu'un qui étudie la formation des grottes. Et quand j'ai vu pour la première fois de ma vie une grotte, j'ai été sous le choc. J'ai vu ce trou noir béant s'ouvrir devant moi et ça a fait appel, écho en moi à un désir d'aventure, de découverte, d'exploration. Et de bout en bout, en pratiquant la spéléologie, j'en suis venu naturellement à devenir un géologue spécialiste des grottes. Ludovic Mocochin a étudié la formation de la grotte de Saint-Marcel. Son creusement s'est effectué au cours de 2 phases consécutives liées aux aléas du niveau de la mer Méditerranée, il y a 5,9 millions d'années. La première impression quand j'ai pénétré la grotte de Saint-Marcel, ça a été un vertige. J'ai eu très peur. La grotte de Saint-Marcel, c'est 60 km de réseau. C'est plusieurs réseaux étagés les uns sur les autres. C'est une histoire très complexe. Et il m'a fallu des années et des années avant de réussir à comprendre, avant de réussir à mettre en musique les informations que j'avais, les observations, pour en tisser une histoire. Alors ici, on est exactement dans ce qu'on peut considérer comme un paragraphe entier de l'histoire de la grotte de Saint-Marcel, puisque est stocké dans cette coupe sédimentaire une succession d'événements géologiques que l'on peut retrouver dans les strates. Alors ça peut paraître comme ça tout à fait homogène, mais quand on prend le temps de regarder un petit peu plus en détail, on se rend compte qu'il y a des changements de couleur dans les strates. Donc ici, sous terre, on a un enregistrement légèrement différé des événements qui se produisent en surface. Donc on peut avoir par exemple des épisodes de forte précipitation en mesure de pouvoir charrier et déplacer des éléments grossiers. Et lorsqu'on n'a que des éléments très fins, argileux rouges comme ça, on sait qu'à l'extérieur, le temps est plutôt calme. Et donc, les études en laboratoire, les investigations plus poussées vont nous permettre de savoir si c'était des cycles climatiques qui étaient annuels ou à l'échelle de 10 ans, 100 ans ou 1000 ans. Ces cathédrales souterraines sont une mine d'informations sur l'histoire de la Terre et l'évolution de son climat. Quand on parcourt la grotte, on est souvent confronté à un obstacle. Ça peut être un puits gigantesque ou une étroiture très pénible à franchir ou un passage bas ou dans l'eau. C'est jamais des obstacles très réjouissants à passer. Mais par contre, on sait que derrière cet obstacle va s'offrir à nous encore des réseaux à découvrir, encore des explorations à mener. Donc je dirais presque que l'obstacle est une porte d'entrée vers un nouveau monde. Donc la perspective de franchir l'obstacle offre l'idée de nouvelles découvertes. Le rouge qu'on peut observer sous terre, c'est un oxyde de fer qui se retrouve piégé dans le sédiment qu'on peut observer. Et la provenance de cet oxyde de fer, c'est l'érosion d'un sol en surface. Alors, ce qui est intéressant dans le rouge, c'est qu'il témoigne d'un événement géologique qui a eu lieu. Il s'agit en fait d'un refroidissement brutal à une période charnière qui est la fin du Pliocène, il y a 2 millions d'années, et le début du Quaternaire. Donc c'est le début des glaciations. Donc en fait, quand on regarde ces argiles très rouges sous terre, on observe là la transition entre un climat chaud et humide vers un climat beaucoup plus froid. La grotte est morte 3 millions d'années après son creusement.
Les cavités remplissent alors une autre fonction. Que le vivant se développe dans une grotte, il faut nécessairement qu'il n'y ait plus d'eau. Donc le vivant pénètre dans la grotte quand cette dernière meurt au final. Presque une passation. La grotte finit sa vie en donnant accès au vivant à un espace qu'il peut conquérir. On peut observer ici des superbes griffades d'ours. C'est pendant l'hibernation, l'ours venait se dégourdir les pattes, s'étirer de tout son long, comme ça, et griffer les parois des grottes. Il faut imaginer que de bout en bout, quand l'ours s'étendait au maximum, il pouvait atteindre 6 mètres de long. C'était un animal qui pouvait peser jusqu'à 1 tonne. C'était parmi les ours les plus gros qui aient vécu à cette époque. L'Ardèche compte une dizaine de grottes célèbres. Certaines, que l'on appelle des grottes ornées, sont interdites au public. Les témoignages de l'art préhistorique doivent être préservés à tout prix. Ludovic va vivre un moment unique en visitant l'une d'elles avec Bernard Joly, archéologue et préhistorien. Elle a été découverte en 63. Alors c'est une grotte. T'as pas peur dans les grottes? On devrait s'en sortir. Ça devrait faire. Je te laisse monter le premier. Allez, c'est parti. Vas-y. Bon, ne dis pas que les préhistoriques devaient monter à l'échelle aussi pour non. Donc à partir de là, on est dans la zone décorée. Surtout ne pas toucher les parois. Voilà. Fais attention à ta tête. Il y a un point bas. Bon, là, je passe devant. On arrive vraiment dans le secteur le plus fragile. C'est juste là derrière. On y arrive. Attention, c'est un peu glissant. Mais puis on va descendre dans la fouille qui a été faite dans les années 60. Oh. Les peintures préhistoriques, paléolithiques, sont constituées ici de ce grand auroch, de ce grand taureau sauvage. Et puis ces grandes courbes sont des têtes de bouquetins, mais réduites à l'encornure et puis juste l'esquisse de la tête. Et c'est un classique dans l'art paléolithique, où là, les artistes ont exploité les différents défauts de la paroi, les cupules, les fissures, les joints de strates, des fois des concrétions, des choses comme ça, pour les intégrer peu ou prou dans leur figure animale, ou pour s'en servir pour matérialiser le sol, par exemple. Bernard, est-ce qu'on a réussi à faire une datation précise de ces représentations? Alors, pas une datation directe, parce que les pigments utilisés, le rouge, entre autres, sont des pigments minéraux. On n'a pas de date précise. Par contre, ce qui est très important, c'est que nous marchons là sur ce sol qui correspond à une fouille qui a été réalisée quelques années après la découverte. Et cette fouille a dégagé, on va dire, le sol sur lequel les artistes ont marché, puisqu'on a trouvé des gouttes de colorant qui correspondent, entre autres, les analyses chimiques l'ont montré, à l'auroch. Et puis, les charbons de bois qui y étaient associés, ces particules, ont été prélevées soigneusement. Et ils ont donné un âge autour de 21 000 ans avant aujourd'hui. En plein air glaciaire. En plein air glaciaire. On est pratiquement au plus froid de la dernière glaciation. Et c'est très curieux parce que la grotte de Saint-Marcel en elle-même n'a pas de peinture. On subodore, bien sûr, le passage de l'humain, on le voit de manière indirecte par certaines fouilles qui ont été pratiquées à l'entrée de la grotte, mais plus on s'enfonce dans le réseau, moins on a l'impression d'une empreinte humaine. Et là, quand on est là, on se rend compte que subitement, l'homme, depuis des millénaires et des millénaires, a pénétré la grotte. Donc c'est très fort en signification pour nous. Parce que déjà, on n'est pas les premiers, on n'est pas des explorateurs. On redécouvre un milieu que nos ancêtres ont déjà parcouru depuis des dizaines de milliers d'années. En arpentant les grottes d'Ardèche, Ludovic marche dans les pas de l'homme de Néandertal, qui entre 90 000 et 38 000 ans avant notre ère, avait déjà foulé ces galeries.